Tout d'abord, je voudrais remercier la présidente de l'Ordre, Pascale Mathieu, ainsi que le comité d'organisation de pouvoir me donner la parole sur ce sujet. Le point de départ de ma réflexion est surtout la deuxième partie de ce titre, un processus inventé pour la France. En 2014, inventé était dans notre esprit créé, était aussi celui qui propose une nouveauté, y compris une nouveauté par l'imagination. Aujourd'hui, je voudrais lui donner un sens figuré à ce mot inventé, c'est-à-dire celui de façonner, celui de forger, celui d'esquisser, en tout cas de tracer les contours. Depuis 2014, eh bien, ça a été rappelé ce matin, la loi de 2016 a permis, je vous en ai cité quelques extraits ici, aux kinésithérapeutes d'accomplir les premiers actes de soins nécessaires, donc qu'ils estimaient en fonction de l'urgence. Ceci règle le problème de l'urgence, mais dans l'accès direct, il n'y a pas que le problème de l'urgence. Qu'en est-il donc des autres situations ? Donc je vous propose une définition pour commencer, afin de savoir un petit peu de quoi on parle. Donc l'accès direct, c'est la possibilité pour toute personne, cette capacité qu'a un individu de pouvoir consulter librement le kinésithérapeute sans avoir au préalable consulté le médecin. Alors c'est pas nouveau, hein, on a beaucoup de professions. Les professions médicales en général sont en accès libre, mais pas toutes. Et dans certaines situations, les professionnels sont en accès libre sans qu'ils soient nécessairement professionnels de la santé. Si on regarde tout de suite le schéma qui est celui en vigueur actuellement aux États-Unis, on s'aperçoit qu'on a une situation traditionnelle qui est le circuit long, et puis un circuit, ce que j'appelle le circuit court de la physiothérapie, avec l'accès direct. Alors, sur le trajet en bleu, donc, le patient attend en général 1 mois avant d'avoir un rendez-vous avec son médecin, lequel le médecin l'oriente vers le spécialiste qui prescrit donc des examens complémentaires et dans le cas présent une IRM, car aux États-Unis, quand on a une douleur lombaire, systématiquement c'est l'IRM. Ensuite, retour vers le médecin qui va orienter vers le physiothérapeute. Le circuit court de la kinésithérapie permet instantanément, immédiatement, enfin en tout cas dans un délai extrêmement court, d'avoir recours au kinésithérapeute qui, en cas de complication ou en cas de doute, va renvoyer au médecin spécialiste qui va par la suite prescrire ou non donc une IRM. C'est ce que j'appelle donc ici le circuit court. Alors pourquoi et comment en est-on arrivé là en France? On verra donc quelles sont les situations qui ont contribué à la professionnalisation. On verra les nouveaux débouchés, même si cela a déjà été un peu évoqué ce matin. L'influence des initiatives des pays étrangers. Les exigences professionnelles françaises qui peuvent contribuer à mettre en place ce dispositif. Les freins, évidemment. Et puis enfin, à titre de suggestion, à partir de la réflexion, donc des pistes pour une expérimentation. Alors, les éléments de professionnalisation. Ici, je vous propose donc un certain nombre de points forts qui sont issus des acquis professionnels qui montrent la qualification, la haute qualification du kinésithérapeute. Depuis une petite vingtaine d'années, je ne suis pas remonté plus avant dans les dates. Alors, une présence importante dans les processus de rééducation, en particulier, donc les textes officiels exigent un kinésithérapeute avec une expérience, en mesure d'intervenir à tout moment en réanimation adulte ou enfant. Ce texte date de 2002 et on peut mesurer le chemin parcouru donc au regard du nombre de formations et de la qualité des formations dans ce domaine en kinésithérapie respiratoire. L'autre exemple, c'est le kinésithérapeute au quotidien en unité neurovasculaire, pour lequel le texte, là aussi, mais cette fois de 2007, prévoit une formation, qu'elle soit diplômante, c'est-à-dire soit sous la forme d'un DU ou d'un DIU, ou bien une formation locale, c'est-à-dire in situ, c'est-à-dire dans le service ou au sein de l'hôpital. En tout cas, ça a été encouragé un peu plus récemment en 2009, donc par un texte de la direction de l'hospitalisation du ministère de la Santé. Autre
élément important, c'est la priorisation des indications. Alors on a abordé l'urgence ce matin, on a abordé aussi, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'une urgence, et moi j'ajouterais qui décide que c'est une urgence, est-ce le patient, est-ce le professionnel de la santé? À entendre Raphaël Enthoven, ça serait bien évidemment le patient. Une orientation de plus en plus marquée vers des actes très techniques nécessitant une formation plus valorisante. Ces orientations plus techniques concernent évidemment celles qui sont en lien avec les progrès médicaux, mais méritent d'être nuancées puisque de plus en plus la médecine ambulatoire ne permet pas au kinésithérapeute hospitalier de pouvoir exprimer la totalité de sa technicité face à la durée de séjour très courte. Un maillage territorial favorable, je sais que mon propos va faire débat, puisque la profession représente entre 80 et 85% d'activité libérale, il se trouve que dans une enquête de 2012, on a montré qu'aucun patient ne se trouve à plus de 15 minutes d'un kinésithérapeute. C'est vrai que là où il y a un médecin, il y a un kinésithérapeute, même si la réciprocité n'est pas tout à fait exacte. D'autre part, ça mérite d'être nuancé tout simplement parce que tous les kinésithérapeutes ne peuvent pas prendre en charge tous les patients. Quand je dis tous, c'est au sens de la diversité des traitements qu'il est susceptible de mettre en place. Prenons un exemple. Pour un problème de main, on aura des difficultés à trouver un kinésithérapeute qui puisse prendre en charge la main et confectionner des orthèses. Dans certains départements, il n'y a aucun kinésithérapeute formé à ce type de geste, d'où effectivement le délai de 15 minutes qui ne sera pas respecté, mais surtout qui sera exprimé en kilomètres. Des orientations en guise de spécialisation édictées par les plans en santé publique, et ça c'est depuis 2004 à travers 13 plans et 100 objectifs, en pneumologie adulte, dans les affections respiratoires de l'enfant, en neurologie adulte, dans le traitement de la douleur. La liste est ouverte, il suffit de reprendre donc ces 13 plans de santé publique. Une réponse à la demande. Et là, on a rejoint ce qui a été évoqué ce matin, en particulier aussi par les médecins. Les médecins délèguent un certain nombre de tâches, localement consenties, mais très rarement définies par écrit suivant les services. Alors ce matin, il a été évoqué le problème de la réanimation, qui est le lieu, évidemment, d'expérimentation sociale par excellence, puisque c'est là où il n'y a finalement aucune restriction concernant l'appropriation locale, je précise, des gestes de l'infirmière par le kinésithérapeute, du médecin au détriment, si je puis dire, du kinésithérapeute. Donc il y a une superposition, il y a une espèce de flou qui s'installe, et tout ça se passe très bien, tout simplement parce que la réanimation, c'est ce lieu où il n'y a pas d'urgence. Des normes de pratique professionnelle en kinésithérapie qui sont édictées par la HAS et par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un certain nombre d'entre elles, qui permettent de travailler en toute sécurité, mais surtout qui cadrent et qui sont le guide qui doit présider à tout acte de kinésithérapie. Et puis, il ne faut pas oublier de nombreuses poursuites d'études, car depuis plus d'une vingtaine d'années, de nombreux professionnels ont éprouvé le besoin, comme quoi la réforme évidemment était utile, de poursuivre des études à des échelons élevés, de master, de doctorat, d'habilitation à diriger des recherches, comme ça a été le cas récemment, c'est-à-dire ce lundi, en neurosciences, dans différents domaines, neurosciences, biomécanique, santé publique, sciences sociales, etc. La liste est ouverte. Et là, on pourrait s'étonner peut-être de ne pas y trouver de doctorat en sciences de la rééducation. Pour résumer d'une façon un petit peu rapide ces enrichissements professionnels qui restent en lien avec l'accès direct, ou en tout cas qui contribuent à forger les esquisses d'une profession propre à accéder à l'accès direct. Je ne suis pas remonté plus avant de 1994, mais on va simplement regarder les 4 ou 5 premières lignes. On a une nouvelle définition de la profession qui effectivement nous a permis d'avoir d'une certaine façon une bouffée d'oxygène, puisque ce ne sont plus les actes professionnels qui sont mis en avant, mais ce sont les compétences, avec une adaptation au référentiel de formation.
La loi de 2016 qui a déjà été évoquée, donc qui permet la prise en charge de l'urgence en accès direct. La pratique de l'échographie qui émerge de plus en plus et qui semble faire son chemin, surtout en pratique libérale, malgré le coût des appareils, en l'utilisation de traumatologie et de pneumologie. Et puis enfin la recherche dont il a été abordée ce matin à travers donc le PHRIP et le GIRSI, donc avec 7 groupements puisque c'est un dispositif interrégional. Ensuite, 2011, on a aussi le référentiel par pathologie qui fixe le nombre d'actes possibles sans demande d'entente préalable. Alors, cette notion est importante, tout simplement parce qu'elle cadre, elle permet de fixer des limites quantitatives aux actes. Donc, d'une certaine façon, c'est un garde-fou, à la fois pour le professionnel, bien entendu, surtout pour le malade, évidemment, pour le professionnel, mais aussi pour les instances dirigeantes. Je veux parler à la fois des politiques et des organismes de protection sociale, y compris les mutuelles, bien évidemment. Quant aux nouveaux débouchés, eh bien, ils sont le prolongement direct de ce qu'on vient d'envisager. On a une profession qui se trouve dynamisée, ça a été très marqué ce matin, puisque tout le monde est d'accord pour dire que le nouveau référentiel de formation satisfait le plus grand nombre. Une universitarisation de venir dont on a de bonnes raisons de penser que les premières expérimentations auront lieu d'ici le mois de décembre 2017, donc c'est très très proche. En tout cas, une profession qui est stimulée grâce à de nouveaux champs de pratique, comme si cette loi de 2016, cette définition de la profession de 2016 était attendue, était plus qu'attendue, c'était presque le messie. Une profession stimulée donc par des nouveaux champs de pratique à investir. J'en veux pour preuve la prévention en milieu du travail qui émerge à grands pas, à très très grands pas, qui a fait l'objet d'un certain nombre de mémoires de master en santé publique. La formation du personnel soignant qui est devenue quasi incontournable dans un certain nombre de centres hospitaliers. L'éducation thérapeutique dont les kinésithérapeutes ne sont pas réellement emparés depuis quelques années. L'échographie, bien sûr, l'élaboration de recommandations, des choses dont on a déjà parlé. Les tentatives de coopération auraient dû contribuer à créer de nouveaux débouchés. Il se trouve que cette disposition de l'article 51 n'a pas trouvé son public, pour des raisons, semble-t-il, de complexité de construction du dossier, d'évaluation aussi, et d'engagement très fort qui a un peu tendance à pousser dans ces retranchements à la fois médecins et kinésithérapeutes. Actuellement, à ce jour, il y en a 4 de déposés, aucun n'a été accepté, et il y en a eu beaucoup plus que ça. Il y a eu en particulier plusieurs sur la bronchiolite, mais qui ont disparu de la circulation suite à des écrits peu élogieux sur la kinésithérapie. Il nous reste donc à ce jour adaptation de l'oxygénothérapie d'effort dans le cadre d'un programme de réhabilitation respiratoire, coordination des patients atteints de spasticité suite à un AVC, développement des pôles d'expertise clinique en kinésithérapie respiratoire. On voit donc que la kinésithérapie respiratoire est très porteuse dans ce genre de pratique, et une reprise de l'entraînement après blessure classe sportive, voilà qui devrait faire plaisir à nos confrères de la médecine du sport. Des professionnels qui sont encouragés par la recherche, je l'ai évoqué dans le tableau précédemment, auquel il faut rajouter le PRME, c'est-à-dire le programme de recherche médico-économique, qui pourtant avait un nom assez séduisant initialement. C'était le programme de soutien aux techniques innovantes, coûteuses ou non, puisqu'un certain nombre de kinésithérapeutes avaient déposé donc, des dossiers dans ce programme de recherche, tout simplement parce qu'ils avaient inventé, au sens vrai du terme, au sens propre du terme, un outil, en tout cas susceptible de pouvoir venir en aide aux malades. Et puis tout ça influencé, toute cette situation est influencée par des initiatives étrangères. Essentiellement de langue anglaise, non pas parce que c'est la langue de publication, mais aussi, il se trouve aussi que la plupart de ces pays donc, sont de langue anglaise. Je vous ai ici présenté les dates d'acquisition de l'accès direct et entouré celle du bas, qui est l'Australie, dont l'accès direct date de 1976 et un premier État aux États-Unis aussi, donc 1976. Et puis donc, lecture simple nous montre que le dernier en date, c'est l'Irlande et que les pays européens semblent se mettre
à l'unisson en ce qui concerne l'accès direct. L'Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, dans pratique privée et NHS, donc la médecine, système de soins nationalisé, avec, pour les États-Unis, un certain nombre assorti d'un certain nombre de conditions. Et ça, il est clair que l'accès direct en France ne pourra pas se faire sans un certain nombre de conditions. Je ne parle pas de formation, je parle ici de limites à la pratique. Dans l'État de New York, l'accès au physiothérapeute est limité à 10 séances ou à 30 jours calendaires, 30 jours civils, de traitement, c'est-à-dire au-delà de 30 jours et au-delà de 10 séances, le physiothérapeute doit obligatoirement envoyer le patient vers un médecin s'il n'y a pas d'amélioration mesurable. Alors, on voit l'évaluation dont on parlait ce matin. La Louisiane exige un doctorat en physiothérapie. Il n'existe pas en France, bien sûr. Avec 5 années d'expérience, et là aussi 30 jours de traitement pendant lesquels le patient doit montrer des signes d'amélioration. Dans le Connecticut, c'est sans restriction, mais assorti d'une possibilité supplémentaire, c'est que les physiothérapeutes peuvent prescrire des radiographies. Donc ce qui, d'une certaine façon, écarte le médecin de la pratique. Alors, il ne faut pas le prendre comme une sanction, bien entendu, même si je vous le présente un peu brutalement, peut-être un peu par provocation aussi. En tout cas, donc, ça montre que le physiothérapeute est capable d'aller jusqu'au bout de son raisonnement clinique et quand il a besoin d'une radiographie, il peut, bien sûr, la prescrire. Ici, je vous ai présenté le projet de loi de 2016 de la Louisiane, qui arrive exactement 20 ans après, puisque c'était 1996, la possibilité qu'avaient les physiothérapeutes, qu'ont les physiothérapeutes depuis cette date, de pouvoir pratiquer l'accès libre. Alors, la première chose, c'est qu'ils ont l'autorisation de mettre en place donc, dans un certain nombre de circonstances, la physiothérapie. Ils ont la possibilité de proposer des actions disciplinaires, de proposer une date d'entrée en vigueur ou de proposer toute question susceptible donc de pouvoir intervenir dans ce domaine. Donc sans prescription, le kinésithérapeute peut mettre en place une évaluation initiale, ce que nous savons faire, mais aussi des consultations de dépistage. Et là, on est dans la prévention, pour vérifier, pour déterminer le besoin en physiothérapie et éventuellement proposer quelque chose aux malades. Le dernier point étant que le physiothérapeute doit posséder un doctorat et accrédité donc par une institution reconnue. Il doit avoir 5 ans d'expérience dans le domaine dans lequel il travaille. Et puis enfin, donc, il a la possibilité, au bout de 30 jours, si l'efficacité n'est pas mesurable en termes d'amélioration, de pouvoir renvoyer le patient à un médecin. Alors, cette expérience de la Louisiane, ce document de la Louisiane est intéressant parce qu'il regroupe la totalité de ce qui est proposé actuellement aux États-Unis. Enfin, le dernier point qui protège, et ça, évidemment, ça a été évoqué ce matin, je crois qu'on est bien conscient qu'aucun physiothérapeute ne peut rendre un diagnostic médical. La plupart des études qui ont été proposées jusqu'à présent, qui sont quand même très nombreuses, qui sont aux alentours de 1800 actuellement, font état du coût et des économies réalisées. Donc il n'est pas surprenant que tout s'exprime en termes de diminution. Diminution des coûts par épisode de traitement. Diminution du nombre de séances. Je peux même vous dire que la moyenne est à 9,6. Quand vous rapportez ça au nombre de jours avant lequel vous pouvez traiter votre patient sans le renvoyer à un médecin, vous apercevez que ça correspond à 3 fois par semaine. Diminution du nombre de séances. Diminution du nombre de consultations chez le médecin.
Amélioration fonctionnelle à court et à long terme. Réduction de la durée du congé de maladie, qui en France représente un coût parfaitement bien chiffré et parfaitement bien connu. Diminution de la récidive des dorsalgies lombalgies. Et enfin, un dernier aspect qui est tout à fait intéressant, c'est que, hormis les cas d'urgence qui ont été évoqués ce matin et que je n'aborde pas réellement, c'est ici un triage. Alors certes, le mot n'est pas très joli, mais en tout cas, nous, on pourrait se contenter du mot tri. Un tri pour ou contre une chirurgie vertébrale, c'est-à-dire que le kinésithérapeute est consulté à la place, en lieu et à la place du chirurgien orthopédiste pour dire si oui ou non ce patient relève de la chirurgie. Autrement dit, a-t-on épuisé tous les traitements conservateurs traditionnels avant de l'envoyer vers une chirurgie vertébrale? Si on reprend notre circuit de tout à l'heure, que je vous ai proposé tout à l'heure, on voit que dans le circuit long, la situation traditionnelle, alors c'est valable pour le modèle américain, attention, c'est valable aussi pour les centres de soins du Virginia Mason Center. Celui-là, c'est celui de Seattle. On a une économie, dans la situation traditionnelle, dans le circuit long, on a un coût estimé à 2100 à 2200 $ pour une pathologie, un patient avec une pathologie. Donc il n'y a pas de comorbidité, il n'y a rien de tout ça. Et alors que dans l'accès direct, eh bien, le coût est de 900 à 1000 $, c'est-à-dire moins de la moitié. Alors on est aux États-Unis. Il ne faut pas le perdre de vue, que la prescription d'IRM est systématique pour les douleurs lombaires. Bon, donc je pourrais vous raconter comment cette histoire, comment ce protocole s'est mis en place, ce qui est plutôt un petit peu amusant, mais bon, je dois avancer pour respecter les délais. En Écosse, le gouvernement écossais a proposé cette notion de triage en physiothérapie en introduisant deux autres aspects assez intéressants à mon sens. D'une part, c'est ce que j'appellerais le guichet unique, c'est-à-dire le single point, c'est-à-dire ce point unique pour accéder à la physiothérapie. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et la deuxième chose, alors bon, on a une réduction du temps, une amélioration de la sécurité du patient, on a une amélioration des coûts, etc. Et enfin, la dernière chose qui n'est évoquée nulle part, ou enfin, en tout cas à peine survolée, c'est les rôles nouveaux qui vont être attribués aux professionnels de la santé. Autrement dit, lorsqu'on met en place l'accès direct dans une structure ou dans un pays, qu'est-ce qui se passe? Le rôle du physiothérapeute se trouve modifié, son statut aussi, mais son rôle se trouve modifié, et celui du médecin par la même occasion. Et c'est là-dessus, effectivement, que nous devrons réfléchir, même si on nous a beaucoup rassurés ce matin sur ce point. Si on compare cette fois les coûts de santé avec l'intervention du médecin, donc cette fois ce n'est plus la maladie ni le malade avec sa maladie pour lui-même, cette fois c'est comparé entre le physiothérapeute et l'intervention du médecin. Le coût des soins, il est moins élevé si le physiothérapeute intervient initialement comparativement à un malade qui consulterait en première intention son médecin. Pourquoi? Probablement en raison de l'absence de demande de radiologie systématique. Le montant des soins de physiothérapie est estimé à 250 $ en moins par épisode de soins. Donc, il suffit de multiplier par le nombre de patients présentant des lombalgies. Que le nombre de séances, la moyenne du nombre de séances est de 9,6, ce qui n'est pas sans poser dans notre esprit un certain nombre d'interrogations, surtout eu égard au référentiel HAS, bien sûr. Et qu'en Écosse, les économies ont été évaluées donc, récemment, en 2014, à 2 605 000 € pour une population donc, de 5 295 000 habitants. Il serait peut-être un peu abusif de faire la multiplication et de rapporter tout ça à la population française, mais on a très envie de le faire.
Le coût des médicaments prescrits des injections sont inférieurs pour le groupe d'accès direct pendant l'épisode de soins. Là, j'ai envie de dire par la force des choses, puisque le kinésithérapeute ne prescrit pas donc de médicaments, il ne prescrit pas d'injections. Et enfin, une diminution des délais de consultation, mais ça, on l'avait bien compris. Dans une étude synthétique, Heidi Oya a regardé en 2014 quels étaient les avantages de ces accès directs, mais sous son aspect scientifique. Ce matin, il a été abordé, voire déploré, le fait qu'il y avait assez peu d'études scientifiques. Il se trouve que, pour ce qui concerne la mise en place, elle a fait l'objet d'un protocole qui, lui, a donné des résultats qui ont pu être classés donc en grade B, c'est-à-dire avec une présomption scientifique suffisante pour qu'on puisse s'y arrêter. Alors il a abordé, donc il a sélectionné 1501 publications, ça c'était en 2012, et il n'en a retenu que 8 qui correspondaient à ces critères d'évaluation. Alors on va regarder rapidement les lignes où c'est indiqué « montre une diminution ». Alors pour les coûts, montre une diminution significative du coût dans le groupe d'accès direct par rapport au groupe référence des médecins. Bon, ça a déjà été évoqué. Montre une diminution significative des séances dans le groupe d'accès direct par rapport au groupe de référence des médecins. Montre significativement moins de recours aux médicaments dans le groupe d'accès direct. Alors moins de médicaments, c'est important car aux États-Unis, on a tendance à donner systématiquement dans ce type d'affection des médicaments, des opioïdes. Montre significativement moins de visites chez le médecin et moins d'hospitalisation durant la physiothérapie par accès direct, montre une satisfaction significativement plus grande dans le groupe d'accès direct, montre une amélioration des résultats de fin de traitement pour l'accès direct par rapport à l'accès non direct. Bon, c'est presque trop beau, tout est au positif, tout est magnifique, ou presque. Les exigences professionnelles en France font qu'on se dit qu'il y a vraisemblablement un écart entre ce qui vient d'être annoncé et la mise en place. Courant juillet, j'ai réalisé une enquête par téléphone avec un certain nombre de personnes de milieu hospitalier, dont certains sont dans la salle. Donc j'ai contacté 6 responsables de services dans la France, dans des hôpitaux de type CHR, CHU, et CH. Et je leur ai demandé comment était rédigée ou comment circulait l'information pour l'indication à la kinésithérapie. Une chose est ressortie clairement et très nettement, pas de prescription, pas de kinésithérapie. Alors peut-être que ça va en faire sourire un certain nombre d'entre vous. À la clé de cette interdiction, c'est la procédure de certification. Car lorsque la procédure de certification se met en place et vient dans les hôpitaux, la qualité de la prestation est liée directement à la prescription médicale. Autrement dit, si vous ne respectez pas, vous n'aurez pas votre certification. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. L'application de protocoles négociés avec kinésithérapie de façon systématique. On pourrait dire, pour tel type de pathologie, systématiquement, le kinésithérapeute doit voir ce patient, ne serait-ce qu'au moins une fois pour faire un bilan diagnostique ou pour faire une prise en charge, etc., compte tenu du fait que les durées de séjour sont très raccourcies. Donc il existe une marge de manœuvre qui est fondée sur une confiance de terrain. Cette confiance de terrain, on l'a retrouvée, elle a été évoquée ce matin, en particulier dans les services de réanimation, et qui sont non formalisés dans l'immédiat. Donc c'est les services de réanimation, les services d'urgence spécialisés, en particulier celui de la main. Dans les services où on traite spécialisés dans la main, la quasi-totalité des chirurgiens qui voient les patients en urgence demandent d'abord l'avis du kinésithérapeute pour savoir si on doit intervenir ou si on peut utiliser un traitement conservateur à type d'immobilisation, d'orthèse, etc., etc. Cependant, il faut préciser aussi que ces services de la main ne sont pas favorables à entreprendre une coopération au sens de l'article 51 qu'on a évoqué tout à l'heure, tout simplement en raison de la lourdeur du dispositif. La formalisation de la prescription.
Et aussi quelque chose qui peut poser problème, car il peut y avoir un délai entre l'intervention du kinésithérapeute et la prescription, ou réciproquement entre la prescription et l'intervention du kinésithérapeute. Ou bien un oubli fait qu'elle n'est pas notée dans le dossier du patient. L'informatique, les dossiers sont consultables à partir de tout poste informatique. Donc le kinésithérapeute le matin consulte depuis le poste informatique du bureau, consulte les prescriptions médicales et en cours de journée, de matinée ou de demi-journée, peut consulter depuis tout poste informatique grâce à un code personnel, peut consulter les nouvelles prescriptions qui seraient arrivées après la visite du matin. La formalisation de la prescription passe aussi par des protocoles écrits définis consensuellement, c'est-à-dire tel type de malade après tel type d'intervention, systématiquement vont voir un kinésithérapeute. Une prescription manuscrite au cas par cas, la situation étant négociable, souvent avec un délai, souvent le kinésithérapeute voit le patient avant et la prescription vient après. Plus rarement, on a du systématique non négocié. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qui ressort de cette enquête, sur 6, je le précise quand même, c'est pas beaucoup, sur 6 centres hospitaliers, on ne se fie pas à la bonne foi du patient qui relaye la demande médicale. Autrement dit, quand un patient dit « le médecin m'a dit de continuer ou de commencer la kinésithérapie, la rééducation », s'il n'y a pas de prescription, le kinésithérapeute ne fera rien. Alors, il existe un certain nombre de freins qu'on peut déduire assez facilement, surtout à partir de ces derniers chapitres que je viens d'évoquer. Il existe des enjeux structurels. Alors, les enjeux structurels, c'est vrai qu'on les a retrouvés un petit peu ce matin, c'est des enjeux politiques. Il faut adapter les textes réglementaires, les restrictions imposées, mais moi, ce que j'ai retenu ce matin, c'est qu'à l'Assemblée, dans cette nouvelle Assemblée du nouveau gouvernement, il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières, il y a des kinésithérapeutes. Autrement dit, il n'y a pas que des médecins. Donc il y a des gens susceptibles de pouvoir relayer l'information. Je n'ai pas dit qu'ils allaient peser, qu'ils allaient influencer, etc. Et en tout cas, il y a des gens qui vont pouvoir animer le débat dans ce domaine. Des enjeux honorifiques. La place du kinésithérapeute. Quelle nouvelle place le kinésithérapeute va-t-il occuper? La place du médecin dans le processus de soins. Le médecin va-t-il rétrograder dans la hiérarchie ou va-t-il au contraire se trouver conforté? Je connais un peu la réponse, même si je ne suis pas devin. Des enjeux économiques. Le coût du processus, le coût de formation, de rémunération du professionnel, sera-t-il salarié, exercera-t-il en libéral? Bon, tout ça mérite d'être envisagé, bien évidemment, et sont des freins compte tenu du contexte économique actuel. Cette fois, les enjeux conjoncturels économiques. Les médecins sont-ils favorables et sont-ils prêts? Ceux qu'on a rencontrés ce matin nous ont dit être prêts et nous ont dit être favorables. Tous les espoirs sont permis, du moins aujourd'hui, sur cette estrade. L'accès direct ne va pas balayer 2 siècles de construction professionnelle médicale. Je pense que les médecins doivent être rassurés, ils sont comme nous, ils ont besoin d'être rassurés et 2 siècles de construction médicale professionnelle ne vont pas être balayés parce que le kinésithérapeute verra un malade en première intention. Mais ça va modifier de façon positive la relation médecin-patient, c'est en tout cas ce qui a été évoqué ce matin, et j'avais un peu anticipé la chose. La pratique médicale sera recentrée. Le médecin va revenir sur son cœur de métier, il va se dégager d'un certain nombre de formalités, donc en particulier le malade qui vient uniquement pour une prescription, etc. Donc la pratique est recentrée. Il reste quand même à envisager la concurrence des infirmières sur les maladies chroniques. Dans un récent document paru l'année dernière, il avait été évoqué que les infirmières étaient susceptibles de pouvoir remplacer le pneumologue dans la prise en charge des bronchopneumopathies obstructives chroniques, en particulier pour le renouvellement des prescriptions et éventuellement la prescription des radios de contrôle. Puis enfin, dans les enjeux conjoncturels médicaux, j'ai laissé en dernier, c'est un peu volontaire, les kinésithérapeutes eux-mêmes. Je les trouve frileux, je trouve qu'ils manquent d'audace, ils manquent de volonté, ils sont dans une zone de confort, j'arrête, ils sont dans une zone de confort, ils n'ont pas nécessairement envie d'en sortir, ce que je peux parfaitement comprendre. Je sais que vous êtes acquis à la cause et que vous n'êtes pas représentatif de la population des 80 000 kinésithérapeutes qu'on nous a annoncés. L'information des patients est un autre frein à l'accès direct. Enfin, est-elle un frein, cette information est-elle un frein?
Si je m'appuie sur l'expérience de 1946, bon, il y a déjà quelques années, l'information des patients est passée sans aucune espèce de difficulté. Certes, ils ont eu du mal à prononcer le mot, ils ont eu du mal à s'approprier la formulation et aussi le champ de pratique. Ils sont parfaitement bien arrivés. Les professionnels ont eu plus de difficultés, les médecins aussi, mais les usagers nettement moins. Donc, faisons confiance aux usagers, ils arriveront parfaitement à s'approprier cette nouvelle formule, même si les témoignages qu'on vient de voir juste avant sont parfois un peu déroutants. Il faut se dire que la population, les usagers, sont déjà sensibilisés par l'accès libre à d'autres professionnels qui sont sur le même champ de pratique. Je vous laisse deviner lesquels. Et qu'une information ciblée, parfaitement bien cadrée, à destination du public, permettrait d'éviter une errance diagnostique et une errance thérapeutique. Alors, cette information, elle peut être écrite, peut être visuelle, elle peut être téléphonique, ça peut être aussi une hotline à l'ordre. Je crois que l'ordre c'est déjà un petit peu orienté par la force des choses dans ce domaine en répondant à la demande des usagers qui ne savent pas à qui s'adresser. Sur cette diapositive, je reviens sur la Louisiane, donc, qui a proposé cette infographie d'informations ciblées, donc à destination du public, en expliquant tout simplement de quoi il s'agissait. Alors même, c'est vrai que l'accès direct n'est peut-être pas franchement visible sur cette affiche, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une diminution des coûts, 86% de visites en moins, une amélioration de la qualité de vie et un meilleur suivi fonctionnel, le tout dans la sécurité, que ça concernait, mais on était en 2013, 45 États américains, maintenant ils y sont tous, les 50, moins 2, hein, moins... l'Alaska et Hawaï, qui ne sont pas comptabilisés. Donc, 200 millions d'Américains ont accès actuellement. Donc, voilà ce qui est dit au public. Les pistes pour une expérimentation. Alors, est-il raisonnable d'envisager l'accès direct alors que les effectifs de kinésithérapeutes à l'hôpital ne le permettent pas ? J'aurais pu poser la question, je ne l'ai pas mis de point d'interrogation, mais j'ai très envie de la mettre. Je n'ai pas la réponse, hein, rassurez-vous. Libération des quotas d'étudiants en kinésithérapie. Bon, c'est sûr qu'il faut un recrutement, mais le recrutement semble avoir été mis en place par l'arrivée de professionnels de pays étrangers, dont j'ai vu que l'Allemagne et la Roumanie étaient des grands pourvoyeurs, à condition de pouvoir améliorer le salariat. Et là, je crois qu'un certain nombre d'entre vous, Daniel Michon, Julien Groès ou François-Régis Saran, pourraient nous en dire beaucoup plus sur ce domaine. Sur quels sites expérimentaux pourrait-on mettre en place un accès direct ? Secteur public, secteur privé, hôpital, SSR, cabinet, la liste est ouverte. Je n'ai pas non plus la réponse. Faut-il instaurer l'accès direct dans des zones de faible densité ou au contraire de forte densité en kinésithérapie ? Bien sûr, ça serait sur la base du volontariat des médecins et des kinésithérapeutes qui bénéficieraient de dérogations statutaires et surtout de dérogations assurantielles afin de pouvoir se protéger évidemment de risques de plainte de la part des malades. La nécessité d'une formation complémentaire, ça a été évoqué, je n'y reviens pas. Une ancienneté dans le service, qui est 3, 4 ou 5 ans. Donc la Louisiane exige 5 ans avec un doctorat, donc quand même un double filtre. En France, on n'en est pas là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en France, il faudrait une stabilité de l'équipe, ça paraît assez essentiel, ce qui n'est pas un problème posé dans toutes les études que j'ai pu consulter. Il n'est jamais fait allusion à la stabilité de l'équipe, comme si c'était une chose entendue dès le départ. Évidemment, le kinésithérapeute travaillera avec des protocoles, avec des outils de la décision, donc il y aura un arbre décisionnel qui lui dira oui, non, oui, non, oui, non. Bien. La plus-value en kinésithérapie, eh bien, fait que si on a mémorisé le schéma que j'ai montré à 2 reprises, le kinésithérapeute qui voit le malade en première intention, donc est un expert des conditions de fonctionnement du corps humain, donc il va pouvoir proposer instantanément quelque chose au patient, soit un traitement conservateur, soit lui indiquer un certain nombre de précautions, soit etc.
Donc c'est applicable instantanément, ce que ne peut pas faire le médecin. Enfin, le modèle est-il valide, est-il compatible avec le système de soins français? Je vous rappelle que ce que je vous ai présenté est essentiellement d'origine américaine. Il faut envisager effectivement de travailler avec des normes françaises qui sont évidemment évolutives, mais pour l'instant, rien n'a été fait en ce sens. L'aspect éthique reste à préciser. Tout simplement pour éviter les dérives. Existe-t-il des soins inappropriés? Le kinésithérapeute peut-il agir par excès de prudence? Donc l'envoi au chirurgien serait perçu comme inutile. La perte de chance, c'est-à-dire une rupture d'égalité entre les malades pris en charge par les médecins qui seront suivis par les kinésithérapeutes. Donc ça suppose une information auprès des malades pour leur expliquer qu'il n'y aura pas de perte de chance, qu'au contraire, peut-être, ils vont gagner quelque chose, sans pour autant pénaliser ceux qui ne passeraient pas par la filière. D'autres professions récemment créées, non contestées, voire encouragées, sont en total accès libre sur un champ de pratique voisin, et semble-t-il, sans que cela ne pose de problème particulier. Alors les domaines concernés. Quels seraient les domaines concernés? Je vous rappelle que je n'ai pas abordé le problème de l'urgence telle qu'elle a été décrite ultérieurement, mais tout un panorama de situations. Il faudrait regarder, examiner de près les dépenses selon les infections, s'appuyer sur le modèle des pays étrangers. En tout cas, les domaines concernés ici, aux États-Unis, on a l'orthopédie, donc dans des cliniques de soins avec des atteintes vertébrales et la médecine du sport, ce qui a été évoqué ce matin. Au Royaume-Uni, du musculo-squelettique, au milieu hospitalier, et là, évidemment, on a toutes les maladies aiguës et éventuellement chroniques. Au Canada, une évaluation préopératoire, ça ne veut pas dire que le malade est vu parce que l'intervention est décidée, c'est que le malade est vu par le physiothérapeute pour savoir si oui ou non on doit l'opérer ou si on met en place un traitement conservateur. Et en Australie, c'est dans les cas d'arthroplastie de hanche, de genou et vertébrale. Voilà les modèles ici des pays qui ont le plus travaillé. Je les ai sélectionnés en fonction de ceux qui ont fait le plus de publications sur ce domaine, États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Australie. En conclusion, je vous dirais que l'accès direct a émergé pour des raisons économiques. Je pourrais vous expliquer dans quelles conditions ça a émergé pour des raisons économiques aux États-Unis. Il est conforté en raison des compétences des professionnels, ça a été évoqué toute la matinée. Il pourrait être mis en place grâce à une formation initiale, la nôtre actuellement, grâce à des formations complémentaires adaptées pour ceux qui souhaiteraient, qui seraient intéressés à recevoir une clientèle en accès direct. Elle est documentée par des études probantes avec forte présomption scientifique, donc on a vu des grades B. Elle est déjà utilisée par un certain nombre de patients, ça a été évoqué. Elle est sans effet adverse, sans inconvénient, sans risque, et confortée par une légitimité obtenue grâce à une maturité de la profession. Je vous remercie de votre attention.